Rewritten Story. Aujourd'hui, j'ai vu Marc. Il n'est plus que l'ombre de l'homme qu'il était, une silhouette fragile perdue dans un costume trop grand. En le regardant, je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe. Juste un vide froid, la confirmation que tout est terminé. Il y a 2 ans, le rire de mon mari Alain remplissait encore notre appartement près du jardin du Luxembourg. Il parlait de ses restaurants comme de ses enfants, avec une passion qui illuminait son visage. Marc est entré dans nos vies avec des mots mielleux et des promesses de grandeur. Alain lui a fait confiance, il l'a considéré comme un frère. Ce frère lui a tout pris. Il a vidé les comptes, détourné les investissements, laissé des dettes colossales. Un matin, le téléphone a sonné. C'était la banque. Le cœur d'Alain n'a pas supporté la nouvelle du désastre. Il s'est effondré dans la cuisine, la main encore sur le combiné. L'infarctus a été foudroyant. Devant sa tombe, je n'ai pas pleuré. J'ai fait une promesse silencieuse. Marc paierait, non pas avec sa vie, mais avec la sienne. Il avait une vie parfaite, construite sur les ruines de la nôtre. Une femme élégante, un fils, une magnifique villa dans ce domaine privé près de Versailles où il se sentait intouchable. Il ne se doutait de rien. Le goût des cendres, c'était tout ce qu'il me restait de mon bonheur. Et j'ai juré qu'il connaîtrait ce goût à son tour, chaque jour, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien à perdre. Mon plan n'a pas été conçu dans un éclair de génie, mais tissé patiemment, fil par fil, pendant les longues nuits blanches. J'ai passé des mois à les observer. Marc était prévisible. Sa femme, Isabelle, était une vitrine ambulante pour les boutiques de l'avenue Montaigne. Leur faiblesse, leur porte d'entrée, c'était leur fils, Léo. 21 ans, étudiant en lettres à la Sorbonne, mais bloqué sur son mémoire de master. Une connaissance commune m'a appris qu'il cherchait un mentor, un spécialiste pour le débloquer. La porte venait de s'entr'ouvrir. J'ai créé une nouvelle identité, Anne Fournier, et un CV impeccable, accompagné d'une fausse lettre de recommandation d'un professeur émérite de la Sorbonne, une sommité dont je savais qu'Isabelle ne pourrait ignorer le nom. La maison était un monument au mauvais goût, un amas d'objets coûteux qui hurlaient l'argent volé à Alain. Isabelle a parcouru la lettre. Le professeur Durand? Si lui vous recommande, je ne vois pas pourquoi nous chercherions plus loin. Je n'ai pas de temps à perdre avec des formalités ennuyeuses. Elle m'a engagée sans même un appel de vérification, trop absorbée par son propre monde. Marc n'était même pas là, j'étais à l'intérieur. La première pièce de mon jeu était en place, et leur arrogance l'avait posée pour moi. Léo n'était pas l'héritier arrogant que j'attendais, mais un jeune homme calme, presque timide, écrasé par le luxe qui l'entourait. Nos premières séances furent axées sur son mémoire. Je maintenais une distance professionnelle, structurant ses recherches. Puis, un après-midi, j'ai aperçu un carnet de poésie ouvert sur son bureau. Il a tenté de le refermer, le visage rouge de honte. Je n'ai pas insisté, mais j'ai dit d'un ton neutre que la créativité nourrissait souvent l'analyse. La semaine suivante, le carnet était posé bien en évidence. La voix tremblante, il m'a demandé de lire. J'ai lu ses vers maladroits mais sincères. Je n'ai pas flatté bêtement. J'ai choisi une image, une métaphore sur le silence. Et je l'ai analysé comme un texte littéraire, soulignant sa justesse. À cet instant, tout a changé. Le mémoire est devenu un prétexte. Il m'attendait pour me lire ses nouvelles créations. Je jouais la veuve fragile qui trouvait dans sa poésie une consolation. Parfois, je posais ma main sur son bras, et je sentais le trouble qui le parcourait. Il me voyait comme une âme sœur. Il ne se doutait pas que le loup, c'était moi. Il était entièrement à moi, une arme sentimentale que j'allais bientôt diriger contre son propre père. Les semaines sont devenues des mois. Isabelle a commencé à me remarquer, non plus comme l'employée, mais comme une oreille attentive. J'admirais ses achats, flattant son goût, et elle a commencé à se confier sur Marc, toujours distant, toujours absent. Un soir, j'ai trouvé la porte de son bureau entr'ouverte. Ma chance. J'ai photographié discrètement quelques documents. Un relevé de carte de crédit avec une facture d'une bijouterie de la place Vendôme pour un collier qu'Isabelle n'avait jamais porté, et des notes sur une société offshore. Je n'ai rien pris. Quelques jours plus tard, en discutant avec Isabelle, j'ai planté la première graine. J'ai mentionné un article que j'avais lu sur les hommes d'affaires utilisant des comptes secrets pour financer une double vie. J'ai observé son visage se crisper. Elle n'a rien dit, mais je savais qu'elle irait vérifier. Le doute est un poison lent, et je venais de lui en administrer une dose mortelle. Nella Villa n'était plus la même. L'opulence était fissurée par une tension invisible. Isabelle était devenue nerveuse,
ses questions à Marc se transformant en interrogatoire. Marc, lui, devenait irritable. C'est là que j'ai utilisé Léo. Le cœur lourd et la voix brisée par une fausse peine, je lui ai raconté avoir surpris une conversation de son père. J'ai menti, lui disant que Marc considérait sa poésie comme un caprice d'enfant et se plaignait de son manque d'ambition. Le regard de Léo s'est durci. Le soir même, la confrontation a éclaté. Léo accusait son père de le mépriser. Marc, déjà harcelé par Isabelle, a explosé. Les graines que j'avais plantées germaient, arrosées par leur propre méfiance. Mais au milieu du chaos, j'ai vu un éclair de suspicion dans le regard de Marc, non pas dirigé vers sa famille, mais vers moi, l'îlot de calme au centre de la tempête. Je savais que mon temps était compté, mon intuition était bonne. Quelques jours plus tard, Marc m'a retenu dans son bureau. Il était plus charmeur que d'habitude, mais ses yeux étaient lents et froids. Il me parlait de ses affaires, de la pression, et soudain, il m'a confié les détails d'un projet d'investissement vital avec un groupe suisse, m'observant attentivement. C'était un test, je l'ai compris immédiatement. J'ai feint un désintérêt poli pour les chiffres, ramenant la conversation sur son état émotionnel, sur sa solitude. Mon jeu l'a rassuré, mais je savais qu'il avait probablement déjà demandé à quelqu'un de se renseigner sur Anne Fournier. Je devais agir, et vite. Cette nuit-là, j'ai préparé un colis anonyme. À l'intérieur, une copie de la facture du bijoutier, des extraits du relevé bancaire offshore et une note tapée suggérant que Marc cherchait désespérément des liquidités et offrait en secret des parts de son projet à des concurrents pour couvrir des dettes personnelles. Je l'ai posté le lendemain matin à destination de Genève.SEHNN. Le colis a été l'étincelle. Les Suisses n'ont pas annulé la transaction sur la base d'un simple colis. Ils ont fait ce que font les gens prudents. Ils ont lancé un audit complet et suspendu l'accord. C'était pire que l'annulation. La nouvelle de l'audit a fuité et les créanciers de Marc, déjà nerveux, ont paniqué. Le château de cartes financier qu'il avait construit sur les ruines de l'entreprise d'Alain a commencé à s'effondrer. La pression a fait voler en éclats le peu de vernis qui lui restait. Isabelle, convaincue de ses infidélités et terrifiée par la ruine, a lancé l'assaut final. Leurs disputes sont devenues des hurlements. Léo, mon poète loyal, s'est interposé, défendant sa mère avec une férocité que je ne lui connaissais pas. Devant ce front uni, Marc s'est brisé. Le soir même, Isabelle a fait ses valises. Léo l'a aidé, sans un regard pour son père. J'écoutais leur monde s'écrouler depuis le bureau, avec un calme absolu. Après leur départ, je suis descendue. Il était assis dans un fauteuil, un verre vide à la main. Il a levé les yeux vers moi, un reste d'espoir dans le regard. Il pensait peut-être que j'étais restée pour lui. Je me suis approchée lentement. « Vous me connaissez sous le nom d'Anne Fournier », ai-je dit d'une voix neutre. « Mais ce nom n'existe pas. C'est un fantôme. » Il me regarda, confus. J'ai continué. « Mais il y a un nom que vous devriez connaître. Alain. Alain Dubois, mon mari. » La reconnaissance a éclaté dans ses yeux, suivie d'une horreur absolue. Il a compris. Tout. Le fils qu'il ne comprenait plus, la femme devenue folle de jalousie, le colis anonyme. J'ai vu le puzzle s'assembler dans son esprit. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Vous lui avez tout pris. Sa fierté, son travail, sa vie. Je vous ai simplement pris la vôtre. Le plus beau, c'est que vous avez tout détruit vous-même. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion de crise avec ce qu'il restait de son entreprise, on m'a raconté qu'il s'est levé et a présenté ses excuses publiquement, un homme brisé demandant pardon. C'était la chute finale. Je n'étais pas là pour le voir, mais l'imaginer suffisait.